أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on se retrouve pour ce nouveau cours sur l'esclavage en terre d'islam, l'esclavage dans le monde musulman. Après avoir vu toutes les questions d'introduction générale, donc l'esclavage dans les différentes parties du monde, de l'histoire, etc., les différents types d'esclaves qui pouvaient exister, l'esclavage et la question de la race, entre guillemets. Euh, En gros, est-ce qu'il y avait réellement une volonté de mettre en esclavage parce que telle personne était noire, blanche, etc. Non, c'est pas réellement ça, mais enfin bref, pour ça, on revient sur les cours précédents. Et même il y avait d'ailleurs dans certaines parties dans certaines parties de l'histoire du monde musulman et dans certaines régions une certaine préférence pour certaines catégories de population par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, on va voir l'organisation de l'esclavage en soi dans le monde musulman. Comment était organisé l'esclavage? C'est-à-dire comment fonctionnait le commerce d'esclaves dans le monde musulman. Donc, dans un premier temps, on va parler des marchands. Donc, Renaud Klinger nous dit ceci. Donc, pour qu'il y ait des esclaves, il faut le plus souvent qu'il y ait des marchands. En islam, ou plutôt dans la langue arabe, puisque ni le Coran ni la Sunna ne fait mention de ce genre de personnage, le marchand d'esclaves est un importateur. Donc, galab en arabe. Il achète à un point A des hommes ou des femmes, etc., qu'il amène à un point B pour les revendre, réalisant parfois d'immenses fortunes. Ces commerçants d'un genre à part inspiraient aux foules à la fois envie et mépris. Un mépris évidemment exprimé du fait que la nature même de l'emploi était peu reluisant, mais aussi la qualité des hommes qui l'incarnaient très souvent. Parce que, en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pourquoi est-ce que beaucoup de gens méprisaient les marchands d'esclaves dans le monde musulman? C'est parce que c'était pas des gens qui étaient très pieux, histoire de parler de manière polie. C'était très souvent des gens de basse mœurs, de basse morale, etc. Ils étaient connus pour leur tricherie. Ces marchands ont souvent fait l'objet de critiques et remontrances dans les lignes de certains auteurs et juristes musulmans. Les plus sages les invitaient alors régulièrement à ne pas maquiller les possibles défauts de leurs esclaves, ni à chercher à dissimuler, le cas échéant, les maladies de ces derniers lors de la vente, ou aussi l'émasculation, etc. Des livres ont même été publiés. L'on pense évidemment à l'œuvre du médecin chrétien et arabe Ibn Butlan, à l'usage des futurs maîtres trop naïfs dans l'idée de mieux les guider lors d'un achat. Magouilleurs et aventuriers, à la fois, fins connaisseurs des routes et des bons plans, ces marchands avaient cependant des profils bien particuliers et fort différents. Au sud du monde connu, ceux qui faisaient l'achat et la vente de noirs vers le monde arabe étaient souvent des hommes du désert, ou des Touaregs ou des Bédouins, arabes ou berbères, et quelquefois également des Nubiens. Ils ont à peu près tous en commun le fait d'appartenir à des courants religieux en marge de l'islam sunni traditionnel. Donc il y a des Khariji, principalement dans le Sahara, pour beaucoup, certains Ibadi, entre Oman et l'Afrique orientale. On a de surcroît trouvé parmi eux de nombreux chiites, tels que les Karmates. Donc les Karmates, c'est des chiites ismaéliens et refusé de prêter allégeance aux Fatimides. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait scission avec le califat chiite fatimide et qui ont établi leur propre califat en Afrique au début du IVe siècle de l'Hégire, soit au début du IXe siècle du calendrier chrétien. Au gré d'une radicalisation progressive motivée par un messianisme exacerbé. Ils vont notamment abandonner la foi islamique et envahir la Mecque en 930 de l'Hégire, en plein Hajj.
Les musulmans y sont massacrés par centaines et les karmates vont jusqu'à remplir les puits contenant l'eau de Zamzem par le cadavre des défunts et arracher la pierre noire de la Kaaba pour l'emporter avec eux. Ils ne la rendront que contre rançon des années plus tard avant de disparaître face aux troupes abbassides. En ce qui concerne les routes allant de l'Irak et du Yémen vers la Nubie ou la Corne de l'Afrique, les tribus desquelles ils provenaient, euh, il y avait les Karmates et les Zaydites. Et donc, pour ce qui concerne les routes allant de l'Irak et du Yémen vers la Nubie ou la Corne de l'Afrique. Donc ça, c'est pour les principaux commerçants qui étaient Karmates ou Zaydites. Donc les tribus desquelles ils provenaient avaient certes adopté l'islam, mais certaines tribus étaient réputées comme hérétiques et toutes s'affirmaient profondément attachées à leur particularisme, à leur structure sociale et même à leurs pratiques religieuses. La pratique de l'esclavage et la traite négrière parmi les Touaregs d'Afrique du Nord était davantage façonnée par le caractère matrilinéaire de la société touareg et la dureté de son environnement que par les règles de la charia. Les musulmans pouvaient complètement ignorer les commandements directs du Coran, comme dans le cas des propriétaires d'esclaves à Aden dans les années 1200, qui louaient leurs filles esclaves comme prostituées. Ces communautés et ces sociétés du désert, loin de tout contrôle immédiat et même de toute atteinte, devaient pour la plupart leur existence ou leur essor à l'afflux de musulmans fidèles d'une secte. Et donc ça, c'est ce que rapporte Jacques Hers dans son livre Les Négriers en terre d'islam. Donc, ces hommes qui habitaient loin des zones urbaines, sachant mieux que personne les routes reliant les centres de civilisation entre eux, ils avaient ainsi gardé la religion de leur père, souvent des dissidents à l'époque chassés par les pouvoirs centraux et jetés vers les frontières du domaine de l'islam. Autant dire que ce commerce d'hommes s'était immédiatement présenté à eux comme une aubaine, telle une chance de survie et un moyen efficace de garder le lien avec le tissu urbain. Ibn Battuta s'attardera longuement dans sa célèbre dans sa célèbre correspondance qui retrace ses voyages, la Rihla. Al-Rihla. Ces tribus berbères retrouvées sur la route du Mali, dont certaines étaient gouvernées par des femmes qui avaient l'étonnante particularité d'apprendre le Coran et le fiqh, mais qui ne se couvraient pas la tête et avaient des relations hors mariage avec des hommes. Ces marchands arabes et berbères n'ont évidemment rien pu faire sans l'assistance de relais en Afrique noire. Si des marchands aidés de mercenaires ont parfois directement chassé des Noirs, entre guillemets, qu'ils surprenaient au petit matin dans leur village, la plupart devaient passer par d'autres revendeurs noirs, musulmans ou païens, des trafiquants connus de leur pays. Ces derniers récupéraient ainsi des esclaves sur d'autres marchés, mais aussi en procédant à des rafles dans les régions voisines. Il leur arrivait de surcroît de rejoindre un roi dans sa guerre, attendant tranquillement le retour des troupes avec leurs captifs païens ou musulmans. Les victimes n'étaient bien souvent pas distinguées, et les routes et toutes étaient envoyées vers des marchands arabes et berbères un peu plus au nord. Ce trafic a manifestement donné lieu à la naissance de véritables enclaves où les hommes et les marchands se retrouvaient pour échanger des hommes contre de l'argent ou des biens précieux. La traite a même été l'œuvre d'autres esclaves. Notons par exemple le cas de Andrei Aïssa au XIIIe siècle de l'Égypte sur le XIXe siècle grégorien. C'était un agent commercial pour son maître. Il travaillait aussi pour son compte entre Rhadamès et Tombouctou. En Afrique noire ou dans le monde arabe et berbère, la traite n'a pas été qu'une affaire d'hommes. Les femmes n'étaient, et là c'est une citation, donc les femmes n'étaient pas seulement propriétaires d'esclaves, mais aussi marchandes d'esclaves, participant notamment à la formation des payanes pour les vendre. Donc ça vient de la citation de Pernia Mirn. C'est une citation de Pernia Mirn dans un livre de aux éditions de Matthew S. Gordon.
en coédition avec Catherine A. Hein. Et donc, c'est les concubines et les courtisanes, femmes et esclavage dans l'histoire islamique. Et donc, c'est une publication, c'est une thèse en fait de l'université d'Oxford. Donc, l'une d'elles, s'appelant Barbare, est devenue très connue pour ses esclaves chanteuses. Et comme on l'avait vu dans nos cours précédents, les esclaves chanteuses, en fait, étaient très prisées chez les marchands, chez nombre de personnes de l'élite politique de l'aristocratie musulmane. Parce que justement, les esclaves chanteuses, surtout quand elles avaient une belle voix, qu'elles chantaient bien, qu'elles arrivaient à animer les repas, étaient très prisées. Et ces esclaves chanteuses, très souvent, rentrent dans la catégorie des concubines. Les concubines n'étaient pas toujours, en fait, des esclaves qui étaient utilisés à des biens sexuels. C'était également des esclaves qui étaient utilisés également pour le spectacle, l'animation de repas, etc. Reprenons. Donc, de l'Orient à l'Occident, les marchands étaient très différents. Si les propriétaires de marchés et courtiers, donc Narrasoun, que euh, l'on y trouvait de Tunis à Istanbul, étaient le plus souvent des musulmans locaux. Donc ceux qui possédaient les marchés et certains marchands étaient des musulmans locaux. La plupart des marchands accompagnant les esclaves tirés d'Europe étaient par contre cette fois très souvent juifs et à moindre échelle chrétiens. Donc Ibn Khordadbeh, donc c'est un géographe et bureaucrate perse musulman et l'un des plus célèbres en fait de son époque. Il a vécu au IIIe siècle de l'Hégire, soit au IXe siècle du calendrier chrétien. Et donc Ibn Khordadbeh s'attarde longuement sur ces marchands juifs qu'il nomme les Razanites, qui venus de l'ouest arrivaient à Antioche ou au Caire, avant de continuer leur route vers la Perse et les Indes. Donc ils étaient souvent négociants en produits de luxe, en métaux, en bijoux, en soieries, plus rarement prêteurs sur gage, donc le prêt à taux usuraire, et les marchands juifs se regroupaient en petites sociétés de parents ou d'amis. Certains n'étaient que de petites gens, d'autres bien en place auprès des palais des rois francs. Maîtres d'entreprises implantés dans tout le pays, ils convoyaient vers les ports de la Méditerranée de nombreuses troupes de prisonniers. Donc ça, c'est toujours Jack Hearst dans Les Négriers en terre d'islam. Et autre citation toujours de Jack Hearst, donc les marchands des pays d'islam répugnaient à se rendre en Gaule, alors que les Juifs étaient eux communément montrés comme les maîtres de ce malheureux commerce. Donc l'un des quartiers de Kairouan était d'ailleurs appelé Barb al-Rahadina, donc en référence aux Razanites, aux Radhanites, donc ces Juifs qui étaient trafiquants d'esclaves. Un quartier similaire était trouvé dans la ville de Tahert. Les chrétiens n'ont aussi pas manqué de s'intéresser à ce marché. Ils venaient surtout d'Italie, donc Gênes et Venise pour la plupart. Ces marchands s'étaient notamment établis dans la ville de Constantinople, qui était à l'époque byzantine, et ce commerce s'est perpétué sous l'ère ottomane. Mais ils se sont également implantés en Palestine ou en Égypte, où ils seront partout autorisés à séjourner par les autorités islamiques. Aux Arabes et musulmans, ils vendaient des Slaves, des Turcs et des Caucasiens, plutôt capturés au plus profond des terres, à l'image de ces eunuques noirs opérés par des chrétiens coptes entre le Soudan et l'Égypte. Les eunuques blancs étaient aussi émasculés en dehors du monde musulman, entre l'Espagne et l'Europe centrale. Les chrétiens d'Europe ont même été vus dans la traite de Noirs en Afrique. En 1838, un explorateur écossais rencontra un bateau rempli de filles esclaves remontant le Nil depuis le Kordofan au Soudan et fut choqué de découvrir que leur pourvoyeur était un chrétien grec. Donc ça, c'est tiré du livre de Jonathan Asselborn, Esclavage et Islam. Euh, et donc ça, c'est dans une
C'est dans une revue académique. Bien d'autres chrétiens nubiens, cette fois-ci, s'étaient également spécialisés dans ce commerce à destination du marché musulman, notamment depuis la Corne de l'Afrique autour de la mer Noire. La traite à l'apogée du règne des Ottomans se retrouva surtout dans les mains de marchands tatars convertis à l'islam. C'est au travers d'eux que la plupart des esclaves russes et turcs passeront vers le monde musulman entre la fin du Moyen Âge et l'ère moderne. Juifs, chrétiens, païens, adeptes d'une secte en marge de l'islam, bien des marchands ont fait la démonstration d'une forme de religiosité tout à fait différente du commun des maîtres musulmans. Une traite arabo-musulmane, et donc là c'est une question qui se pose. L'observateur aguerri pourrait en effet se demander pourquoi continuer à qualifier de musulmane une traite dont les premiers et principaux artisans n'ont souvent pas été musulmans. À la lecture des ouvrages édités sur ce sujet de la traite en terre d'islam, la question semble ne s'être jamais véritablement posée. S'ils sont plutôt des hommes de l'ombre, certains marchands ont bien connu à la fois la gloire et la richesse. Le Kérot Nasir ad-Din al-Balisi faisait ainsi tant de profit qu'il ne se donnait plus la peine de se déplacer, préférant envoyer ses esclaves marchands à la quête de captifs aux quatre coins du monde connu. Mais c'est peut-être le nom de Chipotype que les livres d'histoire ont le mieux retenu. Ahmed ibn Mohammed ibn Juma ibn Rajab al-Murjabi, de son vrai nom, a été le commerçant d'ivoire, exploitant terrien, gouverneur et marchand d'esclaves le plus puissant de l'Afrique sud-centrale au début du XIVe siècle de l'Hégire, soit la fin du XIXe siècle du calendrier chrétien. Ce multimillionnaire de l'époque et métis arabo-africain, né dans le sultanat de Zanzibar, avait acquis toute une partie du Congo actuel et possédait à l'apogée de son empire commercial près de 10 000 esclaves. La plupart des explorateurs occidentaux avaient eu à passer par lui pour s'enfoncer dans les jungles africaines. Sauf ce type d'individu, le commun des marchands appartenait à une corporation, laquelle pouvait, par son poids, faire peser sa voix auprès des autorités. Donc on est sur les premières formes de lobby. Donc la profession était alors très réglementée, et un inspecteur ou intendant des marchés, Muhtasib, était toujours là à veiller à la bonne application de la loi concernant la vente d'esclaves. Il devait notamment vérifier que les captifs n'aient pas été embellis par quelques artifices, euh, donc application de maquillage afin de marquer des imperfections, ou dénudés en public. Donc, au-delà de l'aspect de faire respecter la pudeur islamique, cette mesure devait aussi lutter contre l'avarice de certains marchands d'esclaves qui voulaient récupérer le vêtement de l'esclave après la réalisation de la vente. Donc, contrairement à ce que dit encore la légende, les marchands faisaient de l'or possible afin que leurs esclaves parviennent indemnes, propres et en bonne santé sur les marchés. Toute atteinte à l'intégrité physique de l'esclave pouvait être vue par le client potentiel et constituer un problème dans sa vente. L'idée que l'esclave femme puisse aussi avoir été violée sur le trajet devait aussi relever de l'exception. Sans aucun moyen de contraception, l'esclave pouvait aisément tomber enceinte et se voir dans l'incapacité d'être vendue en l'état. Mais il serait prêcher le faux que d'affirmer que les trajets de l'esclave jusqu'au marché sans embûches se réalisaient toujours sans embûches. En gros, ici, l'auteur tient à nous rappeler que même si, de manière générale, on évitait le plus possible de maltraiter, de blesser, de violer les esclaves, etc., euh, c'est des choses qui pouvaient être, c'est des choses qui pouvaient arriver. Il ne faut pas non plus, il ne faut pas non plus être naïf à ce niveau-là. Euh,
Donc transportés sur des centaines ou des milliers de kilomètres sur terre, mais aussi sur les eaux, selon les régions, et ce pendant des semaines et parfois des mois, les esclaves ramenés d'Europe, d'Asie ou d'Afrique devaient subir des conditions de transport extrêmement spartiates. Les traversées du Sahara ont probablement été les plus dures. Aux chaudes journées et nuits froides devaient s'ajouter le manque d'eau et les maladies. Plus d'une fois, des caravanes ont dû être abandonnées par ces marchands, faute à une épidémie de peste ayant éclaté parmi les esclaves, ou face à l'impossibilité de pouvoir être ravitaillés en eau. Donc les postes de ravitaillement ou cités caravanières étaient parfois très éloignés, et le manque de médecins sur place qui faisaient au mieux pour soigner les esclaves en mauvaise santé n'a pas manqué de causer son lot de morts. Le médecin allemand Gustav Nachtigal, en voyage dans le Sahel dans les années 1870 de l'ère chrétienne, fait noter que la charia, qui insiste sur les bons traitements voués à l'esclave, n'entrait véritablement en vigueur que lorsque les esclaves étaient amenés sur un territoire musulman sûr. D'autres chroniques nous montrent cependant des conditions de transport moins déplorables. Une expédition danoise de 1761 de l'ère chrétienne s'est retrouvée à voyager par la mer d'Istanbul à Alexandrie, logée sous une cabane de femmes esclaves destinées au marché du Caire. Elles étaient isolées des autres passagers, mais parvenaient à rire bruyamment, à converser avec les passagers danois à travers les fenêtres et à échanger des curiosités, comme le rappelle Jonathan Assey Brown. Finalement, on ne pouvait faire de choix dans l'horreur entre les enlèvements d'Africains destinés aux acheteurs islamiques et ceux qui étaient destinés au marché américain et des Caraïbes. Et de fait, ce sont les mêmes intermédiaires qui ont dû faire le travail dans les deux cas. Il n'y avait guère de différence non plus dans les dangers et les souffrances du voyage à travers le désert ou l'océan. C'est dans le traitement auquel les nouveaux maîtres soumettaient leurs esclaves et dans la place que leur assignait la société où ils avaient abouti qu'on percevait le contraste. Et donc ça, c'est tiré de Bernard Lewis dans son livre qui parle de l'islam. Et c'est très intéressant de rappeler tout ça parce que majoritairement les fournisseurs, notamment si on parle du cas africain, les fournisseurs d'esclaves, donc ceux qui allaient, si on reste sur l'esclavage des Noirs, les fournisseurs ratissaient l'argent et que ils offraient en fait ils offraient en fait les esclaves aux vendeurs qui croisaient en chemin, donc aux intermédiaires. Et donc les intermédiaires, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en fait, achetaient les esclaves. Et en fait, c'est les routes qui amenaient sur les marchés d'esclaves la manière dont ils étaient traités sur le moment où ils étaient pris dans leurs terres, déplacés vers les lieux de vente et ensuite acheminés vers les marchés spécifiques, parce qu'il y a un petit peu comme aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des marchés de gros et ensuite les marchés plus réduits. Donc le marché de gros, tu pouvais autant trouver des chrétiens que des musulmans. Et sur les marchés spécifiques, généralement, c'était les marchés, une fois arrivés, si on est sur l'esclavage transatlantique, donc dans la Caraïbe ou aux Amériques, donc c'est les marchés sur place. Et sur les marchés musulmans, c'est n'importe quel marché de n'importe quelle ville un peu commerciale du monde musulman. Donc en fait, toutes ces différentes étapes-là, en fait les différentes étapes entre le moment où la personne était mise en esclavage, vendue sur les différents marchés, donc marché de gros, puis ensuite marché spécifique. En fait, c'est ces déplacements-là, en fait, qui étaient problématiques, qui étaient dangereux. Mais si on reste, et bien sûr aussi dans le cadre de l'esclavage transatlantique. Pour ce qui est de l'esclavage dans le monde islamique, là on parle ici quand je dis dans le monde islamique, c'est dans le sens de région, régionale. De manière générale, c'est à ce moment-là que le traitement change. Une fois que l'esclave est vendu, le traitement est différent.
Et en plus de ça, si on remarque, vu que les personnes qui mettaient en esclavage ratissaient large pouvaient autant mettre en esclavage des musulmans comme des non-musulmans, généralement, lorsqu'on remarquait qu'une personne était musulmane au moment qu'il arrive en territoire musulman, généralement, il était automatiquement, de par la charia, libéré. Après, le marchand pouvait recevoir une compensation financière. Pouvait recevoir une compensation financière s'il y a eu un investissement de la personne. Mais sinon, de manière générale, les musulmans étaient automatiquement libérés, puisque en islam, sauf dans de rares cas, on ne peut pas mettre en esclavage un autre musulman. Et les rares cas, généralement, c'est lorsque certains groupes hétérodoxes, en fait, euh, vont utiliser en fait leur vision de l'islam pour dire que telle autre personne n'est pas musulmane et du coup peut la réduire à l'esclavage, etc. Donc maintenant, on va parler des marchés et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que la semaine prochaine, ouais, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on va parler aujourd'hui des marchés et on s'arrête là après. Donc, chaque cité d'islam avait son ou ses marchés, ou maisons aux esclaves. C'est une sorte d'espace mi-clos constitué en une large bâtisse. Donc ça, on parle ici de la maison aux esclaves. Constitué en une large bâtisse offrant une vaste cour intérieure dans laquelle se réunissaient les marchands et leurs esclaves. Les marchés étaient gérés par des corporations de marchands, l'ancêtre des lobbies. Sous l'étroite surveillance des autorités, les marchands cédaient généralement la place à des courtiers réalisant la vente à leur place. Le savant ottoman Evliya Çelebi, au XIe siècle de l'Hégire, soit au XVIIe siècle du calendrier chrétien, fera une importante description de ces corporations marchandes qui étaient installées dans la ville de Constantinople, Constantiniye ou Istanbul aujourd'hui. Il donne alors au total 400 commerçants installés dans les marchés de la capitale ottomane, jusqu'à 2000 qui, eux, vendent leurs esclaves dans les boutiques privées. Les prix des esclaves varient entre les demandes et les préférences. On a vu précédemment que lorsque les blancs, en tout cas sur les marchés ottomans, valaient généralement plus que les hommes noirs. Mais c'est oublier les distinctions faites entre les individus de même couleur. Sur les marchés d'Al-Andalus, les Berbères étaient plus chers que les Catalans étaient les plus chers. Donc, c'était les personnes qui coûtaient le plus cher sur les marchés aux esclaves. Suivis par les Catalans, puis les gens de Galice. Dans l'Égypte, à l'époque des Mamelouks, les Tatars formaient les esclaves les plus chers. Puis venaient les Circassiens. Les Circassiens, c'est les Géorgiens, Daghestan, etc. C'est ça ce qu'on appelait les Circassiens. Dans l'Égypte des Mamelouks, les Tatars, c'était les esclaves qui coûtaient le plus cher. Ensuite, les Circassiens, puis les Grecs, les Serbes et enfin les Albanais. Donc, parmi les esclaves noirs, les plus chers, c'étaient les Nubiens, en particulier les femmes nubiennes, qui valaient bien plus cher que les noirs qui étaient plus sombres, et étaient même parfois plus chers que certains types de blancs, notamment sur la question de, comment on dit déjà, euh, les nourrices, pour tout ce qui est de l'allaitement, etc. Donc les nourrices. Et donc les femmes nubiennes valaient plus cher que certains blancs, entre guillemets. Donc les vizirs et les juges feront cependant souvent plafonner les prix afin d'éviter des inflations incontrôlées. Ils avaient même des marchés spécialement dédiés aux enfants vendus par leurs propres parents. Donc les peuples de Circassie et de Géorgie passaient pour échanger leur progéniture contre une certaine somme d'argent. Pourquoi? Et même certains pays des Balkans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les paysans dans ces régions-là, donc la Circassie, la Géorgie actuelle, etc. Et les Balkans, c'était des régions qui souvent étaient assez pauvres. Les paysans là-bas,
étaient pauvres et souvent avaient des familles nombreuses. Et pour subvenir aux besoins de leur famille pour subvenir aux besoins de leur famille et pouvoir euh, s'occuper d'autres, généralement ils vendaient certains de leurs enfants sur des marchés. Donc les peuples de Circassie et de Géorgie passaient pour échanger leur progéniture contre une certaine somme d'argent. Un marché spécial existait d'ailleurs pour eux à Constantinople. Si en terre d'islam, les villes de Cordoue, de Constantinople, du Caire et de la Mecque passent pour les villes au plus grand marché d'esclaves, bien des captifs arrivés là-bas sont avant cela passés par des marchés implantés dans les terres chrétiennes. Prague est souvent signalée comme un vaste marché et un centre actif de la traite des Slaves, comme le rappelle Salah Tarbesli. Donc Salah Tarbesli dans Les couleurs de l'esclavage sur les deux rives de la Méditerranée. Dans la ville de Constantinople, avant qu'elle ne soit conquise par les Ottomans en 1453 du calendrier chrétien, est longtemps passée pour l'une des villes les plus accueillantes pour les marchands d'esclaves à destination du monde musulman. De pareils marchés étaient trouvés autour du Rhin, entre l'Allemagne et l'Alsace, aux mains de Juifs, puis aussi à Gênes ou à Venise, cité du capitalisme médiéval par excellence. Kiev, en Ukraine, en Ukraine actuelle, ou la ville de Marseille, ont également été d'importants lieux de passage des esclaves blancs à destination du monde arabo-musulman. Ouais, c'est ça. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et en fait, c'est très intéressant là ce passage parce qu'on ça débunk en fait beaucoup de discours. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce livre, c'est ça, d'autant plus avec ce qu'on a vu précédemment, c'est que ça débunk en fait justement beaucoup de discours un peu gratuits, un peu faciles sur le dit esclavage arabo-musulman. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on voit que il y avait une réelle organisation et qu'on peut faire le distinguo entre les marchands, les marchés et ceux qui géraient, en gros ceux qui légiféraient au niveau de ces ventes-là. D'ailleurs, les marchands étaient assez mal vus hein, dans le monde musulman. En fait, les marchands, euh, comment je pourrais dire ça? Les marchands faisaient à la fois preuve d'une certaine forme comment je pourrais dire ça? D'admiration, de par la richesse qu'ils produisaient, parce que l'homme, naturellement, est attiré par la richesse des gens. La richesse des biens et des personnes va exciter la curiosité, l'admiration et l'envie. Un petit peu à l'image de comment quelqu'un comme Karun, qui est peut-être une des personnes les plus détestables parmi les histoires du Coran, mais qui à la fois était détesté et en même temps admiré de par sa richesse, de par les biens qu'il possédait. C'était pareil pour les marchands d'esclaves. Les marchands d'esclaves étaient des gens qui souvent étaient riches, exemple typotype. Mais ils n'étaient pas appréciés de par leur comportement, de par le métier en soi de marchand d'esclaves et le côté tricheur qu'ils pouvaient avoir. Où ils cachaient souvent des maladies sur leurs esclaves. Ils cachaient souvent aussi des blessures, des blessures, des viols, etc. pour
avoir pleinement pour avoir pleinement comment je pourrais dire ça? La pleine somme qui était demandée. C'est en ce sens où les marchands d'esclaves n'étaient pas appréciés. Et les juristes et les vizirs, donc ou les émirs de certaines villes, essayaient de gérer comme ils pouvaient justement les marchés aux esclaves dans les territoires musulmans pour éviter tout type d'abus. On voit bien aussi que les coalitions de marchands d'esclaves, les consortiums ou les lobbies de marchands d'esclaves à l'époque, des fois, bah, faisaient en sorte d'éviter que justement on les restreigne trop dans leurs affaires. Donc il fallait trouver un juste milieu entre ne pas trop restreindre ces lobbies ou ces consortiums de peur que les gens arrêtent justement de vendre ici et que justement les abus se fassent ailleurs et ou que également de par leur argent et leur puissance que ces personnes-là ne virent les mire en place, le dirigeant, etc. Parce que faut pas oublier que ces gens-là avaient les moyens justement de pouvoir créer des petits coups d'État, etc. Et en fait, il fallait trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui est moralement acceptable d'un point de vue du droit musulman et de l'éthique du musulman, qu'est-ce qui est moralement acceptable, tout en faisant en sorte que le marché continue à se perpétuer parce que aussi, il faut être honnête là-dessus, l'esclavage est aussi une manne financière non négligeable également pour les propriétaires des marchés, les émirs locaux, puisque qui dit vente d'esclaves dit commerce, qui dit commerce dit impôt, qui dit impôt dit enrichissement. Donc il faut arriver à trouver ce juste milieu entre cette possibilité de générer des biens et la possibilité euh, d'éviter les exactions, que les exactions se fassent ailleurs. Et c'était là, en fait, toute une question, justement, d'ordre, d'équilibre à avoir. Et c'est peut-être ça, la chose la plus difficile à réaliser. On s'arrête là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم